toutes et à tous, c'est Kim Garros qui vous parle. Pour les passionnés d'EBP ou simples curieux, et parce qu'il ne devrait pas être difficile de se tenir au courant des dernières avancées scientifiques, Physio Network France et l'agence EBP vous offrent ce podcast. Pour ce mois d'août, nous avons choisi de parler de l'endurance des mollets et de la structure du tendon d'Achille chez les danseurs et les danseuses de ballet classique. C'est une analyse faite par Matthew Weirdnam. Il y a 3 points clés importants à retenir. Le premier, c'est que les danseurs et danseuses ont démontré une hauteur maximale de levée de talon significativement plus importante par rapport aux non-danseurs et danseuses de l'étude. Deuxième point clé, c'est que les non-danseurs et danseuses de la présente étude ont pu effectuer en moyenne 32,5 levées de talons sur une seule jambe, soit 12,8 de plus que les danseurs et les danseuses. Et ensuite, troisième point clé, les cliniciens et cliniciennes doivent garder à l'esprit que la hauteur de la levée du talon sur une jambe et l'endurance ne sont que 2 aspects de la fonction du fléchisseur plantaire et que la force et la puissance du mollet sur une jambe sont des éléments importants à prendre en compte lors de la rééducation de leurs patients et patientes. Alors voyons ensemble les contextes et objectifs de cette analyse et de cette étude. La fonction des fléchisseurs plantaires est autant importante pour les danseurs et les danseuses de ballet classique que pour les sportifs et les sportives, car elle sert de base à la propulsion et permet d'atténuer 60% de la force d'atterrissage appliquée aux membres inférieurs, voire la première référence. Dans la vie de tous les jours, le tendon d'Achille joue le rôle d'un ressort stockant et relâchant la charge, par exemple dans le cadre d'un saut ou de la course à pied. Dans le ballet classique, le rôle du tendon d'Achille est double. Le tendon doit pouvoir agir comme un ressort tout en étant suffisamment robuste pour tolérer une flexion dorsale répétée, par exemple avec un plié, ce qui représente une charge de compression et de friction pour le tendon. Cette combinaison de charges représente un défi pour le tendon et peut prédisposer les danseurs et les danseuses de ballet classique à développer une tendinopathie d'Achille qui se manifeste par une douleur et un dysfonctionnement du tendon d'Achille. Voilà la deuxième référence. L'objectif de cette étude était de décrire la structure du tendon d'Achille et la fonction du fléchisseur plantaire chez les danseurs et les danseuses de ballet classique par rapport aux non-danseurs et danseuses à l'aide de méthodes d'examen clinique du tendon d'Achille. Alors, voyons ensemble la méthodologie. 10 danseurs et danseuses de niveau pré-professionnel ou supérieur, suivant des cours de ballet plus de 3 fois par semaine, et 10 non-danseurs et danseuses, situés entre 16 et 35 ans, sans problème actuel au tendon d'Achille, ont été inclus et incluses dans cette étude. Les données recueillies étaient les suivantes. Amplitude de mouvement de la cheville, avec l'amplitude en dorsiflexion, genou en flexion et genou en extension. Il y a une vidéo associée au support écrit de cet article. Ensuite, la santé du tendon mesurée par échographie en mode B, à la recherche d'une pathologie du tendon, par exemple un épaississement fusiforme ou une hypoéchogénicité. Ensuite, les symptômes déclarés liés à la tendinopathie d'Achille avec un questionnaire de VISA-A, Victorian Institute of Sport Assessment Achilles Questionnaire. Ensuite, la géométrie du tendon avec l'imagerie ultrasonique en mode B à 10 Hz pour une image du tendon d'Achille dans le grand axe et une mesure de la longueur du tendon d'Achille. Enfin, la capacité d'endurance du muscle du mollet a été effectuée avec un test d'élévation du talon sur une jambe au rythme de 60 battements par minute sur une planche inclinée à 10 degrés. Le nombre de répétitions était calculé, ainsi que la hauteur maximale et le travail total, égal au poids du corps multiplié par la distance. Là encore, une vidéo accompagne l'article écrit. Voyons ensemble les résultats. Aucune différence significative n'a été constatée entre les danseurs-danseuses et les non-danseurs-danseuses en ce qui concerne l'amplitude de mouvement de la cheville. Dans la présente étude, les danseurs et danseuses et les non-danseurs-danseuses n'ont pas signalé de différence significative dans les symptômes de tendinopathie d'Achille qu'ils déclaraient eux-mêmes à l'aide du questionnaire VISA-A. Les non-danseurs-danseuses présentaient un score PAS moyen de 4,9. Les auteurs ont rapporté que les danseurs et danseuses présentaient des tendons d'Achille significativement plus courts jusqu'au gastrocnémien que les non-danseurs et danseuses, avec une valeur P de 0,016 et une différence moyenne de 1,8 cm. Mais aucune différence significative n'a été observée dans la longueur du tendon d'Achille, jusqu'au solaire. L'axe de section transversale du tendon d'Achille n'est pas significativement différente d'un groupe à l'autre. Les danseurs-danseuses de la présente étude affichaient une hauteur maximale de levée de talon significativement plus élevée, avec P inférieur à 0,001 et une différence moyenne de 3,2 cm par rapport aux non-danseurs-danseuses.
Mais les non-danseurs-danseuses de la présente étude ont effectué significativement plus de levées de mollets, 32,5 répétitions, que les danseurs-danseuses, 19,7 répétitions, avec une valeur P inférieure à 0,001 et une différence moyenne donc de 12,8 répétitions. Le travail total, calculé par le poids du corps multiplié par la distance totale parcourue, s'est avéré significativement plus importante chez les non-danseurs-danseuses que chez les danseurs-danseuses, avec un P égal à 0,014 et une différence moyenne de 0,598 joules. Alors, quelles sont les limites de cette analyse et de cette étude ? L'une des limites possibles de cette étude est l'utilisation de l'échelle PAS, Physical Activity Scale, chez les non-danseurs-danseuses, mais pas chez les danseurs-danseuses. Les non-danseurs-danseuses de la présente étude ont obtenu un score moyen de 4,9 sur l'échelle PAS, ce qui indique qu'elles présentent une activité physique modérée, au moins 3 heures par semaine, comme le tennis, la natation ou le jogging. Troisième référence. Bien que nous ignorions le score PAS des danseurs et danseuses, le critère d'inclusion suggère que les danseurs et danseuses doivent au moins avoir un niveau pré-professionnel et suivre des cours de ballet au moins 3 jours par semaine. Cela suggère que les auteurs ont tenté de mettre en correspondance un groupe de danseurs et de danseuses modérément chargés avec un groupe de non-danseurs-danseuses modérément chargés. Une chose importante à garder à l'esprit lorsque l'on lit les résultats et que l'on compare ces deux populations. Voyons ensemble donc les implications cliniques. Il a été signalé que les non-danseurs-danseuses de l'étude en question présentaient une plus grande aire de section transversale des tendons et étaient aussi en mesure d'effectuer en moyenne 12,8 élévations du talon sur une jambe de plus que les danseurs-danseuses. Bien que ces deux résultats soient surprenants, un tendon d'Achille plus épais est probablement associé à une activité physique plus intense et peut suggérer une plus grande capacité à développer la force musculaire du mollet en réponse à la charge. 32 levées de talon et demi sur une jambe peuvent sembler déraisonnables pour certains. Cependant, ces résultats sont similaires aux données normatives recueillies en Suède par Herbert Loisier et collaborateurs en 2017, qui ont rapporté une médiane de 33,8 élévations du talon sur une jambe en utilisant un protocole de test similaire, à 60 battements par minute à partir du sol chez un groupe de personnes âgées de 20 à 30 ans. Voilà la quatrième référence. Les non-danseurs-danseuses de la présente étude ont manifestement une excellente fonction du mollet, mais il est important de garder à l'esprit que le test d'endurance de l'élévation du talon sur une jambe n'est qu'un seul aspect de la fonction et de la performance des fléchisseurs plantaires. La force du mollet sur une jambe, la puissance et la qualité du mouvement sont des mesures tout aussi importantes de la capacité du bas de la jambe et doivent être prises en compte de la même manière lors de la prise en charge des danseurs et danseuses de ballet classique et les non-danseurs-danseuses. Cinquième référence. En résumé, il est important de prendre en compte l'identité du ou de la patiente, ainsi que les exigences liées à ses performances, au sport qu'elle pratique ou à sa vie. Demandez-vous ce dont ce ou cette patiente a besoin pour être performant et performante et pourquoi. Doit-il faire de l'endurance ou du renforcement ? Ou peut-être a-t-il simplement besoin d'appliquer une charge sur ses tissus pour améliorer leur capacité et leur robustesse. Alors il y a plusieurs références citées. L'analyse faite par Matthew Weirdnam provient de l'article écrit par Zellers, Van Ostrand, Silbernagel de 2017, Calf Endurance and Achilles Tendon Structure in Classical Ballet Dancers, dans le Journal of Dance Medicine and Science. Ensuite, il y a les 5 références citées. La première, Guo, Fan, Wu, Li, Liu, Wang, Yao, Li. Effect of constraint loading on the lower limb muscle force in weightless treadmill exercises, dans le Journal Healthcare England de 2018. Deuxième référence, Cook et Purdom de 2009, Is Tendon Pathology a Continuum? A Pathology Model to Explain the Clinical Presentation of Load-Induced Tendinopathy, dans British Journal of Sport Medicine. Troisième référence, Grimby, de 86, Physical Activity and Muscle Training in the Elderly, dans Acta Medica Scandinavia. Quatrième référence, Herbert Loisier, Wessermann, Alriksson et Svantesson, de 2017. Updated Reliability and Normative Values of the Standing Heel Rise Test in Healthy Adults, dans Physiotherapy. Et enfin, dernière référence, Cook et Dawkins de 2015. Rehabilitation will increase the capacity of your whatever insert musculoskeletal tissue here. Defining Tissue Capacity, a Core Concept for Clinicians, dans le British Journal of Sport Medicine. J'espère que cet article vous a plu, j'espère que vous en percevez une implication clinique pour votre pratique. Quant à moi, je vous dis au mois de septembre.